Bienvenue dans cette vidéo qui est une continuité de notre formation sur la norme Eurocode 2, précisément EN 1990-1-1, c'est-à-dire la première section de la première partie de la norme Eurocode 2. Dans la première partie de cette formation, nous avons vu l'introduction, c'est-à-dire la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, nous verrons le chapitre 1 sur l'introduction à l'analyse structurale. Alors, dans la première partie, nous allons parler du pourquoi de l'analyse structurale. Ensuite, nous parlerons des types d'analyse. Enfin, nous parlerons de la modélisation statique des structures. Parce qu'il existe également une modélisation dynamique. Mais dans cette vidéo, nous allons juste nous concentrer sur la modélisation statique des structures. Parlons de la première partie de ce chapitre. Pourquoi l'analyse structurale? Voici ce que la norme dit dans la section 5 de EN 1990-1-1. L'analyse structurale a pour objet de déterminer la distribution soit des sollicitations, soit des contraintes, déformations et déplacements de l'ensemble ou d'une partie de la structure. Si nécessaire, une analyse locale complémentaire doit être effectuée. Alors, quand vous observez cette partie, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit bel et bien d'un principe. Je vous renvoie à la vidéo précédente. J'ai eu à expliquer c'est quoi un principe et c'est quoi une règle d'application. Pourquoi j'ai dit que c'est un principe? J'ai vu un entre parenthèses, ensuite P. Voilà, cette notation veut tout simplement dire que cette affirmation est un principe. Ici, on comprend que lorsque nous sommes en train de faire l'analyse structurale, nous essayons d'étudier les comportements de la structure. Comment est-ce que la structure va se déformer? Quelles sont les déformations, déplacements, les contraintes, etc. Dans la partie note, il est dit, dans la plupart des cas courants, l'analyse servira à déterminer la distribution des sollicitations. La vérification complète ou la démonstration de la résistance des sections transversales sera alors fondée sur ces sollicitations. Pour certains éléments particuliers, toutefois, les méthodes d'analyse employées. On a fait mention également des calculs aux éléments finis, que nous verrons dans la suite, ne donnent pas les sollicitations, mais les contraintes, les déformations et les déplacements. L'exploitation de ces résultats en vue d'une vérification appropriée nécessite l'emploi de méthodes particulières. Alors, si vous voulez vous approfondir sur cette matière, vous pouvez voir la partie ici, c'est-à-dire la section 5 au point 5a de la norme EN 1990, c'est-à-dire la norme Eurocode 2. Donc, la première partie de la norme Eurocode 2, puisque la première partie de l'Eurocode 2 comporte deux parties. Je vous renvoie également à la vidéo précédente, puisque je vous avais dit que cette formation est graduelle. Alors, j'aimerais que nous puissions observer ceci. Nous avons notre poutre, ou soit notre élément qui est posé sur ses appuis. Nous avons une charge qui est appliquée au centre de l'élément. Le point d'intersection entre l'élément et la charge appliquée est appelé A. Ensuite, notre élément va subir une déformation, c'est-à-dire que ça, c'est la position initiale et ça, c'est la position que je peux dire finale. Donc, notre point A s'est déplacé vers le point A'. Et cette distance est appelée flèche. Ici, nous sommes dans le monde réel, mais il est également possible d'étudier cet élément sans pour autant le soumettre à un effort physique réel. Donc, on va étudier l'élément sur le plan virtuel. Ici, par exemple, nous avons notre structure. Ça, c'est un modèle virtuel de la structure. Et ça provient du logiciel robot. Nous voyons bien qu'il y a de poteaux, il y a de poutres, il y a des dalles, ainsi que de voiles. Et il y a également de bardages. Nous voyons également la fondation. Ensuite, cette structure va subir une déformation. Ce que nous avons vu ici, ça c'est sur le plan réel, c'est sur le plan physique. Et ici, c'est sur le plan virtuel. C'est-à-dire qu'on a assimilé la structure qui est réelle à une structure qui est virtuelle. Ne vous en faites pas, nous allons voir ça dans la suite. Ensuite, nous avons comme déplacement de 5,6 cm. Ça, c'est les déplacements max. Grâce au logiciel
robot. Donc, analyse structurale réalisée avec le logiciel Robot Analysis Professional. Et c'était à l'élu l'état limite ultime. Alors, vous pouvez également voir l'effort tranchant, le moment fléchissant, l'effort normal, les contraintes et tout le reste. Mais moi, j'ai juste pris cette partie du déplacement. Donc, c'est de cette façon que notre structure va se déformer à l'élu. Ensuite, nous allons essayer un peu d'éclaircir les choses. Lorsque nous parlons de l'analyse structurale, nous cherchons à trouver les efforts intérieurs, c'est-à-dire le moment fléchissant, l'effort normal et l'effort tranchant, ainsi que le déplacement de la structure. Grâce à ces informations, on peut maintenant dimensionner les éléments porteurs, c'est-à-dire la dalle, la poutre, le poteau, le voile, la fondation. Ici, on voit bien que nous devons nous conformer selon la norme en vigueur. Alors, les raisons. Lorsque on analyse la structure, on prévoit ou on simule les comportements réels de la structure. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que on est en train de simuler les comportements réels de la structure. Il est vrai qu'il existera toujours un écart entre un modèle réel et un modèle virtuel. Cependant, lorsque nous sommes en train de faire une analyse structurelle, nous essayons de prévoir les comportements réels de la structure. Aussi, on optimise les dimensionnements, c'est-à-dire on établit un équilibre entre la sécurité et l'économie. Si vous utilisez des poteaux de 500 cm fois des millions de centimètres, en tout cas, la structure tiendra. Mais vous allez perdre en économie. C'est pourquoi l'ingénieur est celui qui donne une solution qui touche la sécurité et qui touche également l'économie. Donc, vous construisez, mais tout en étant économique. C'est vraiment important de connaître tous ces détails pour que le dimensionnement soit économique et que vous puissiez vous mettre en sécurité. Mais dans tous les cas, la sécurité et le confort demeurent les principaux objectifs parce qu'il arrive des moments où vous devez un peu essayer de minimiser l'économie et être plus en sécurité. Donc, c'est à vous de voir en tant qu'ingénieur, essayer un peu de balancer tout en sachant que la sécurité et le confort demeurent les principaux objectifs. Alors, conséquence de la négligence. Par exemple, ici, vous êtes en train de voir que la structure est en train de se déformer en pleine construction. Donc, on n'a même pas utilisé ces bâtiments, mais le bâtiment est en train de se déformer déjà. Donc, voici les conséquences qui peuvent arriver lorsque vous ne faites pas une bonne analyse structurelle. Voilà, c'est le flambement. Le poteau a flambé. Alors, j'aimerais que nous puissions voir cet exemple. L'effondrement de l'aile nord de la résidence Champlain Towers South, un immeuble résidentiel à Surfside aux États-Unis, qui est un exemple typique d'absence ou de négligence dans le suivi du comportement structurel. Bon, il y a plusieurs articles qui parlent de cet incident. Donc, quand vous observez ces bâtiments, vous allez vous rendre compte que la partie qui est encerclée ici en jaune a cédé. Nous pouvons retenir ceci. On peut retenir qu'il est important de diagnostiquer régulièrement la structure. Aussi, la nécessité d'analyser les signes de faiblesse avant qu'ils ne deviennent critiques. Enfin, le rôle de l'analyse structurelle dans la prévention des catastrophes. Donc, les erreurs peuvent arriver. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais si nous faisons une bonne analyse structurelle, un bon dimensionnement, on peut essayer d'éviter ces incidents. Ici, nous allons parler de la deuxième partie de ces chapitres, les types d'analyse. Premièrement, nous avons l'analyse élastique linéaire. La norme Eurocode 2 dit, dans cette analyse, les calculs des éléments aux états limites des services, comme aux états limites ultimes, peut être effectué selon une analyse linéaire basée sur la théorie de l'élasticité. Donc ici, nous restons dans la plage élastique. Et je pense que vous connaissez la loi de Hooke qui dit que les contraintes sont proportionnelles aux déformations par les biais du module d'élasticité ou le module de Young dans la plage élastique. Car au-delà de la plage élastique, l'hypothèse de Hooke ne tient plus. Deuxième phrase ou deuxième affirmation, une règle d'application, on dit « L'analyse linéaire peut être utilisée pour la détermination de sollicitation moyennant les hypothèses suivantes. Section non fissurée, relation contrainte déformation linéaire, c'est ce que je viens de dire, et valeur moyenne du module d'élasticité. » Troisième affirmation ou règle d'application,
Pour les effets des déformations d'origine thermique, des tassements et du retrait à l'état limite ultime, on peut admettre une rigidité réduite correspondant aux sections fissurées, en négligeant la participation du béton tendu, mais en incluant les effets du fluage. Pour l'état limite de service, ILS, il convient de considérer une évolution graduelle de la fissuration. Alors, vous allez retrouver cette partie dans la section 5 au point 5.4 dans la norme IN 1990-1-1. Ensuite, nous allons parler de l'analyse élastique linéaire avec redistribution limitée de moments. La première affirmation est un principe. On dit l'incidence de toute redistribution de moments sur l'ensemble des aspects du dimensionnement doit être prise en considération. Lorsqu'on parle de la redistribution des moments, on parle de la modification de la répartition des efforts de flexion ou moments dans une structure, notamment dans les systèmes statiquement indéterminés. Je peux aussi dire c'est les processus par lesquels on ajuste le moment calculé initialement, c'est-à-dire le moment qui est issu de l'analyse élastique linéaire dans le but de tenir compte du comportement plastique ou non linéaire de matériaux. Deuxième affirmation, on dit l'analyse linéaire avec redistribution limitée de moments peut être utilisée pour la vérification des éléments structuraux à l'élu. Enfin, troisième affirmation, le moment à l'état limite ultime déterminé par l'analyse élastique linéaire peuvent être redistribués sous réserve que la nouvelle distribution de moments continue à équilibrer les charges appliquées. Vous pouvez retrouver cette partie dans la section 5 au point 5.5 de la norme Eurocode 2. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle analyse plastique. Donc ici, nous avons trois principes. Le premier principe, les méthodes basées sur l'analyse plastique ne doivent être utilisées que pour les vérifications à l'élu. Donc c'est justement pour les vérifications à l'élu. Deuxième principe, la ductilité des sections critiques doit être suffisante pour que le mécanisme envisagé se produise. Troisième principe, il convient de baser l'analyse plastique soit sur la méthode statique, donc borne inférieure de la plasticité, soit sur la méthode cinématique, borne supérieure de la plasticité. Note, l'annexe nationale du pays peut faire état d'informations complémentaires non contradictoires. C'est-à-dire que l'annexe nationale peut donner des informations complémentaires, mais qui ne doivent pas contredire ce que la norme Eurocode 2 dit. Enfin, quatrième affirmation qui est une règle d'application, parce qu'il n'y a pas P. Les effets de chargement antérieurs peuvent généralement être négligés et on peut admettre une croissance monotone de l'intensité des actions. Alors ici, si vous ne savez pas ce qu'on appelle annexe nationale d'un pays, alors je vous renvoie dans la précédente vidéo qui est l'introduction de cette formation. Là-bas, j'ai eu à parler de tout ce qui est comme généralité. Alors, vous pouvez voir la section 5 au point 5.6 de la norme IN 1990-1-1 pour voir d'autres détails sur ces sujets. Alors, enfin, nous avons l'analyse non linéaire. Ici, nous n'avons que des règles d'application. Nous avons les méthodes d'analyse non linéaire peuvent être utilisées tant pour les LU que pour les LS, sous réserve que l'équilibre et la compatibilité soient vérifiés et que l'on admette un comportement non linéaire adapté pour les matériaux. L'analyse peut être du premier ou du second ordre. Deuxième affirmation, à l'état limite ultime, il convient de vérifier pour les sections critiques localisées leur capacité à résister à toutes les déformations inélastiques données par l'analyse en tenant convenablement compte des incertitudes. Enfin, troisième affirmation ou troisième règle d'application, pour des structures principalement soumises à des charges statiques, les effets des chargements antérieurs peuvent généralement être négligés. On peut admettre une croissance monotone de l'intensité des actions. Alors, vous pouvez retrouver tous ces détails toujours dans la section 5 au point 5.7 de la norme IN 1990-1-1. Et vous allez avoir d'autres détails sur l'analyse non linéaire. Ensuite, parlons du troisième point, qui est le dernier point de ce chapitre, la modélisation statique de structure. Alors, il est difficile d'étudier la structure en tenant compte de sa géométrie réelle.
Ainsi, il faut donc définir le schéma de la structure, schéma statique simplifié de la structure réelle, créé à partir d'éléments structuraux. Ceux-ci, c'est-à-dire les éléments structuraux, peuvent se répertorier en 3 catégories. La première catégorie, éléments à une dimension. Alors, poutre, poteau, câble s'identifient à des lignes droites, polygonales ou courbes. Ainsi, ils sont assimilés aux éléments à une dimension. Nous avons par exemple la poutre. Voilà, cette barre que vous êtes en train de voir représente la poutre et c'est la fibre neutre de la poutre. Voilà. Donc, quand on va faire un schéma statique, quand vous voyez une barre horizontale dans un schéma statique, sachez que cet élément s'appelle poutre. Alors, ici, nous avons le poteau. Voilà. Une barre qui est cette fois-ci verticale. C'est également la fibre neutre du poteau. Ensuite, parlons des éléments à 2 dimensions. Par exemple, la dalle, voile sont assimilables à des surfaces planes ou courbes. Pourquoi j'ai dit courbes? Par exemple, si vous prenez une coupole, c'est une surface mais courbée. Alors, ainsi, nous avons notre dalle qui est représentée par cet élément surfacique. Ensuite, nous avons le voile. Le pointillé là que vous êtes en train de voir qui entoure l'élément en 3 dimensions, c'est pour vous dire que c'est obtenu là où les contraintes de traction et de compression sont nulles. Ça, c'est le voile. Donc, on représente la dalle par une surface plane et parallèle à l'axe horizontal et le voile est représenté par une surface plane parallèle à l'axe vertical. Alors, des éléments à 3 dimensions ou éléments volumiques. Le corps massif tridimensionnel conserve la dénomination générale des solides. Leurs 3 dimensions sont du même ordre de grandeur. Par exemple, nous voyons ce barrage qui est un élément volumique. Et dans le logiciel robot, il y a également une partie dédiée à la modélisation des éléments volumiques. Ensuite, parlons des appuis. Mais avant de parler des appuis, j'aimerais que nous puissions d'abord parler de la notion de degré de liberté. Nous avons notre axe ici, l'axe Z, c'est-à-dire l'axe des côtes. Nous avons l'axe des X, nous avons l'axe des Y et nous avons l'origine de ces axes. Nous formons un repère. Je peux roter autour de l'axe Z. Je peux faire une translation autour de l'axe Z. Je peux faire une rotation autour de l'axe X ou l'axe des abscisses. Je peux également faire une translation. Je peux faire une rotation autour de l'axe Y. Je peux faire également une translation. En somme, nous avons 6 degrés de liberté dans l'espace à 3 dimensions. Ensuite, nous avons l'axe vertical. Ici, nous entrons dans le plan à 2 dimensions. Nous avons l'axe vertical ou l'axe des ordonnées, Y. Nous avons l'axe horizontal ou l'axe des abscisses ou l'axe des X. Et nous avons l'origine des axes. Nous avons notre repère ici. Ici, nous sommes en 2 dimensions. Je peux faire une translation suivant l'axe des Y. Je peux me déplacer suivant l'axe des Y. Je peux également faire une translation suivant l'axe des X. Et je peux roter autour de l'axe perpendiculaire au plan XY. XY, ça forme un plan. Mais je peux faire une rotation autour de l'axe qui est perpendiculaire à ces plans. XY. C'est pourquoi j'ai mis la rotation en jaune. Si supposé que l'axe perpendiculaire à ces plans formés par X et Y, c'est l'axe Z. Alors ici, nous avons 3 degrés de liberté dans l'espace à 2 dimensions. Donc nous avons une translation suivant Y, une translation suivant X et une rotation autour de l'axe perpendiculaire à ces plans X, Y. Voilà, ici nous avons les conventions pour les axes de barres. Cette capture provient de la norme Eurocode 3. Je précise que ce n'est pas l'Eurocode 2, mais c'est la norme Eurocode 3, IN 1993-1-1 au point 1.7, justement pour nous expliquer quelque chose ici. Et lorsque nous sommes en train de travailler sur le logiciel robot, par exemple, vous allez vous rendre compte que l'effort normal des compressions, ce n'est pas l'effort FZ, mais c'est l'effort FX. Pourquoi?
Parce que l'axe qui est parallèle à la longueur de votre barre, c'est l'axe XX, ou soit l'axe des abscisses, ou OX. Vous voyez? Parce que quand vous voulez voir les efforts internes, là, vous quittez les repères globaux pour venir dans le repère local. Alors, qu'est-ce qu'est le repère global? Quand je dis repère global, je fais juste allusion au repère de la structure entière. Et quand je parle du repère local, je fais allusion au repère de l'élément structural. Nous allons parler de l'appui fixe, qui est aussi appelé articulation. Le principe ici est très simple. Mouvement bloqué égale à une réaction d'appui. Ici, nous avons notre poutre. Souvenez-vous de ce que nous venons de voir, que la poutre est symbolisée par sa fibre neutre, que je peux appeler barre. Ici, nous avons un appui que nous avons appelé appui fixe. Et en observant cette structure, on voit bien que ici, il peut y avoir rotation. Qu'est-ce qui est empêché? Un déplacement ou translation suivant l'axe OY est empêché. Ici, nous sommes dans un plan à 2 dimensions, je précise. Nous sommes à l'espace à 2 dimensions. Aussi, le déplacement suivant l'axe des abscisses est empêché. Souvenez-vous du principe, mouvement empêché égale à une réaction d'appui. Alors ici, nous avons 2 réactions d'appui. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'appui fixe. Nous avons la réaction verticale VA, nous avons la réaction horizontale HA. Ensuite, nous avons l'appui simple ou appui rouleau. Nous avons notre structure, nous avons notre poutre, nous avons un appui que nous avons appelé appui simple, nous avons le point A. Alors, ici, on observe que cette structure peut roter dans ce sens. Ensuite, cette structure peut se déplacer suivant cette direction-là, mais la structure ne peut pas se déplacer suivant l'axe OY. En somme, nous avons une réaction d'appui qu'on appelle VA, donc la réaction verticale au point A. Enfin, nous avons l'encastrement. Nous avons notre structure, nous avons cet appui que nous appelons encastrement, que nous symbolisons comme ça. Nous avons le point A. Cette structure ne peut pas se déplacer suivant l'axe OY, non plus suivant l'axe OX, et cette structure ne peut pas roter. Donc ici, nous avons un encastrement. Ici, nous avons 3 réactions d'appui. Donc, VA, c'est-à-dire la réaction verticale au point A, la réaction horizontale au point A et le moment fléchissant au point A. Donc, ici, nous avons 3 inconnus de réaction d'appui. Ici, j'aimerais nous présenter juste des symboles. Voilà, l'appui fixe est symbolisé comme ça. L'appui simple ou l'appui rouleau, c'est symbolisé comme ça. Et l'encastrement est symbolisé comme ça. Ensuite, nous allons parler des différents types de chargement. Voilà, nous avons ici une charge qui est ponctuelle, c'est une charge concentrée, mais inclinée. Ici, nous avons une charge qui est trapézoïdale, donc une charge répartie, mais de forme trapézoïdale. Ici, nous avons une charge qui est uniformément répartie. Ici, nous avons une charge qui est triangulaire. Et ici, nous avons une charge qui n'est pas uniforme, mais répartie. Alors, l'exemple d'une analyse structurale à l'aide du logiciel robot SA, selon l'Eurocode 2. Donc, j'ai utilisé la norme Eurocode 2 pour faire cette petite analyse. Ici, nous avons notre modèle virtuel 3D. Voilà. Qu'est-ce que vous observez à droite? Vous observez que les poteaux sont remplacés par des barres verticales, des poutres par des barres horizontales et les dalles par des panneaux. Au niveau des appuis, vous voyez que le logiciel robot a son propre symbole des appuis qu'on appelle encastrement. C'est comme un cube. Ensuite, nous avons le déplacement ou déformation de la structure à l'LS. Donc, la structure va se déformer de cette façon à l'état limite de service. Et nous voyons bien qu'il y a un déplacement de 0,1 cm. Alors, ici, nous avons un déplacement ou déformation à l'élu. Maintenant, nous avons l'effort normal à l'élu. C'est ce que j'étais en train de dire. Si vous observez très bien cette partie en bas,
vous allez voir qu'on a écrit fx, on n'a pas écrit fz. Justement pour expliquer ce que j'étais en train de dire, que ici le logiciel, pour ce qui concerne les efforts intérieurs, tient plus compte du repère local. Alors ici nous avons le moment fléchissant à l'élu. Le moment fléchissant max, c'est 11,53 kN/m. Et le moment fléchissant min, bon ici c'est par rapport au signe, mais si vous prenez en valeur absolue, le moment fléchissant max c'est 18,03. La méthode aux éléments finis. C'est une méthode qui est couramment utilisée pour discrétiser la structure en éléments plus petits, facilitant ainsi l'analyse. Mais la mise en œuvre manuelle de la méthode des éléments finis, qu'on appelle MEF, peut être fastidieuse en raison de la complexité des calculs du nombre élevé d'éléments et de la gestion délicate des conditions aux limites. Les logiciels spécialisés sont souvent préférés en raison de leur efficacité, de leur capacité à éviter les erreurs humaines et de leur rapidité pour traiter les modèles complexes. Entre autres, le logiciel robot, vous voyez, le logiciel robot utilise la méthode aux éléments finis. Voilà. Enfin, nous allons parler des avantages de la méthode des éléments finis et c'est par ici que nous allons clôturer notre chapitre. Premièrement, l'adaptabilité à la géométrie complexe. La MEF peut être appliquée à des structures de forme géométrique complexes en subdivisant la structure en éléments plus simples. Cela permet de modéliser avec précision des structures réalistes et variées. Polyvalence des matériaux. La MEF peut être utilisée pour analyser des structures composées de divers matériaux aux propriétés différentes. Elle s'adapte ainsi à une grande variété de matériaux utilisés en ingénierie. Enfin, la précision réglable. La méthode permet d'ajuster les niveaux de précision en fonction du nombre d'éléments finis utilisés. Plus le nombre d'éléments est élevé, plus la modélisation est précise, ce qui en fait une méthode adaptable à différentes exigences des précisions. Je pense qu'on peut s'arrêter ici pour ce qui concerne le premier chapitre. Je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. Merci.